nous avons construit l'œil le plus avancé de l'histoire de l'humanité. Une machine à remonter le temps à 10 milliards de dollars, placée dans les profondeurs de l'espace. Il devait résoudre les plus grands mystères. Mais Issas, il nous a prouvé que nous n'avions jamais compris l'univers. Le télescope James Webb a regardé dans l'obscurité et a trouvé des choses que nos modèles n'avaient pas prédites. Par exemple, il a découvert plus de 300 objets excessivement brillants qui ne devraient pas exister. De plus, il a révélé que les trous noirs grandissaient bien avant les galaxies qui devaient les nourrir. C'est pourquoi les théories établies se sont effondrées. Mais ce ne sont pas ces chiffres qui sont le plus troublants, que c'est que la vitesse d'expansion de l'univers, donnant des résultats incohérents de 67 et 73 dans deux mesures différentes, n'était pas une erreur, mais une dure réalité. Si votre propre perception de la réalité est ébranlée par ce paradoxe, rejoignez la chaîne, car vous allez voir la vérité choquante qui se cache derrière cette illusion. Nous commençons. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'univers n'était que le ciel au-dessus de nos têtes. Puis, nous avons fabriqué de meilleurs yeux. Les télescopes ont révélé les planètes. Puis, les étoiles lointaines. Et enfin, des taches de lumière qui se sont avérées être des galaxies entières. Chaque découverte a repoussé l'univers connu, plus loin, plus vaste, plus profond. Et à chaque avancée, les scientifiques ont travaillé pour construire un modèle, un cadre, une carte de tout. Nous avons appelé cette carte le modèle standard de la cosmologie. Il était presque parfait. Il semblait tout expliquer. Mais la plus grande faiblesse de ce modèle était qu'il reposait sur des informations incomplètes, car nous n'avions pas d'œil capable de voir les périodes les plus anciennes, les plus formatrices de l'univers, jusqu'à maintenant. Le James Webb a été lancé dans l'espace, et il a montré que cette carte était fausse. C'est pourquoi nous devons maintenant tout repenser. D'abord, vous devez comprendre le concept du modèle standard de la cosmologie. Ce modèle dit que l'univers est comme un livre de règles. Tout a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, à partir d'un point unique, si nous appelons cela le Big Bang, un début chaud et dense. Après ce commencement, l'espace lui-même s'est dilaté, la matière a refroidi, la gravité a rassemblé l'hydrogène pour former les premières étoiles. Ces étoiles ont forgé des éléments plus lourds, et en mourant dans des explosions gigantesques, elles ont ensemencé la génération suivante. Les galaxies se sont formées, les amas de galaxies se sont formés. Pendant des milliards d'années, toute cette matière s'est organisée en une structure en forme de toile gigantesque. Ce modèle a eu un tel succès qu'il expliquait la lueur antique laissée par le Big Bang, appelée le fond diffus cosmologique. Il expliquait pourquoi l'hydrogène et l'hélium sont les éléments les plus courants. Il expliquait la distribution à grande échelle des galaxies. C'est pourquoi les scientifiques lui faisaient entièrement confiance, car il passait tous les tests. Mais cette confiance reposait sur le fait que nous ne pouvions pas encore voir les secrets les plus profonds de l'univers. Mais au cœur du modèle se trouvait un squelette invisible. Les scientifiques l'appellent la toile cosmique. Imaginez une toile d'araignée en 3 dimensions s'étendant sur des milliards d'années-lumière. Les filaments de cette toile sont de longues chaînes de galaxies maintenues ensemble par la gravité. Là où les filaments se croisent, se trouvent des nœuds massifs et brillants, composés de milliers de galaxies. Mais, entre les filaments, il n'y a presque rien. Des vides immenses
s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Dans ces vides, il n'y a quasiment aucune galaxie, j'ai seulement l'espace en expansion. La toile cosmique, prédite théoriquement, a ensuite été confirmée par les observations. Les grandes études des années 1980 et 90 ont montré que les galaxies n'étaient pas distribuées au hasard. Elles avaient un squelette. Cette découverte a changé la cosmologie, car cette structure a prouvé que l'univers n'était pas aléatoire. Il avait une architecture spécifique. Pourtant, selon le modèle standard, cette architecture aurait dû se construire lentement, sur des milliards d'années. C'est pourquoi on ne s'attendait pas à ce qu'une structure aussi distincte existe dans les premiers temps de l'univers. Alors, qu'est-ce qui maintenait cette toile gigantesque ensemble? La réponse est une substance mystérieuse qui constitue la grande majorité de la matière dans l'univers, la matière noire. Elle représente environ 27% de tout l'univers. Elle n'émet pas de lumière, elle ne réfléchit pas la lumière. Elle traverse la matière ordinaire comme un fantôme. Nous ne pouvons pas la voir directement. C'est pourquoi nous ne connaissons son existence que par l'effet qu'elle a sur tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire par sa gravité. Les galaxies tournent si vite qu'elles ne pourraient pas rester intactes en se basant uniquement sur la matière visible qu'elles contiennent. Les amas de galaxies derrière elles courbent la lumière beaucoup plus fortement que leur masse visible ne pourrait le faire. Si vous retirez la matière noire des modèles, la toile cosmique disparaît également. Rien ne tient ensemble. C'est pourquoi la théorie la plus répandue depuis des décennies était le modèle de la matière noire froide. Ce modèle dit que la matière aurait dû d'abord s'agréger en petits amas denses. On s'attendait donc à ce que les galaxies commencent petites et grandissent lentement avec le temps. Cette hypothèse allait être pulvérisée par les découvertes de Webb. Car Webb allait commencer à trouver des preuves contredisant cette histoire de croissance lente et froide. Mais, même avant le lancement de Webb, il y avait une fissure grandissante dans le modèle standard. Nous appelons cette fissure la tension de Hubble. Deux méthodes différentes pour mesurer la vitesse d'expansion de l'univers donnaient deux résultats différents. La première méthode regarde les premiers instants de l'univers. Elle examine la lumière résiduelle du Big Bang. Selon cette méthode, l'univers devrait s'étendre à une vitesse d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Un mégaparsec représente environ 3,25 millions d'années-lumière. Mais, la deuxième méthode regarde l'univers proche. Elle mesure directement des objets dont la luminosité est connue, comme les étoiles variables céphéides. Cette méthode, elle, trouvait une vitesse d'environ 73 km. Ces deux chiffres auraient tous dû être identiques, car ils mesurent le même univers. Pourtant, ils ne l'étaient pas au départ. Cette différence de 8% est devenue trop grande et persistante pour être une simple erreur de mesure. C'est pourquoi les scientifiques avaient besoin d'un arbitre définitif. James Webb devait être cet arbitre. Il allait vérifier les mesures et résoudre cette tension. Voilà donc le tableau lorsque Webb a commencé sa mission. D'un côté, nous avions un modèle standard qui semblait tout expliquer, une toile cosmique de la matière noire froide et une lente évolution sur des milliards d'années. De l'autre côté, une vitesse d'expansion inexpliquée qui ne correspondait pas à ce modèle. On s'attendait à ce que Webb corrige ces petites imperfections et valide finalement la carte. Mais, lorsque le télescope a regardé dans les recoins les plus éloignés de l'univers, il a fait tout le contraire. Il a montré que la carte n'était pas seulement un peu fausse.
la carte était fondamentalement défectueuse, car les premières galaxies que Webb a trouvées faisaient quelque chose que nos modèles jugeaient impossible. Elles avaient grandi trop vite, elles étaient trop brillantes, et elles étaient déjà matures. C'était comme si quelqu'un leur avait donné une avance de plusieurs milliards d'années. Satmès. Comment cela pouvait-il être possible? Comment ces galaxies ont-elles pu devenir si massives en si peu de temps? Bien moins que ce que le modèle standard autorisait. Les scientifiques ont vérifié et revérifié les données, car ce qu'ils voyaient était si impossible qu'il faudrait réécrire les manuels. Cela défiait directement la chronologie du modèle standard. Mais pour comprendre pourquoi ces anomalies ont provoqué une crise si majeure, il faut d'abord comprendre la machine elle-même qui nous a permis de les voir. Cette machine ne ressemblait à aucun télescope précédent. James Webb n'est pas seulement un télescope plus grand, c'est un œil qui regarde l'univers d'une manière complètement différente. C'est pourquoi vous devez saisir la capacité la plus fondamentale de Webb. Il a été conçu pour voir la lumière infrarouge. Le télescope spatial Hubble a été construit pour capturer la lumière visible. Mais, à mesure que l'univers s'étend, la lumière des objets les plus éloignés s'étire, tout comme un élastique tendu. Cet étirement décale la longueur d'onde de la lumière vers l'extrémité rouge du spectre et au-delà, dans le domaine de l'infrarouge. Lorsque la lumière des 500 premiers millions d'années de l'univers nous parvient, elle a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. C'est pourquoi cette lumière arrive sous forme d'un rayonnement infrarouge que Hubble ne pourrait jamais voir. Le miroir principal de Webb a été conçu précisément pour cette lumière. Il mesure environ 6,5 mètres de large. C'est une surface presque 3 fois plus grande que le miroir de Hubble. Et ce miroir est recouvert d'une couche d'or d'une finesse microscopique. Car l'or réfléchit la lumière infrarouge avec une efficacité extraordinaire. Cela signifie que Webb peut capturer une lumière perdue, que personne dans l'histoire de l'humanité n'avait jamais vue. Mais capturer cette lumière n'était que la moitié de l'équation. L'autre moitié était un défi d'ingénierie incroyable. Les détecteurs infrarouges ne fonctionnent que lorsqu'ils sont extrêmement froids. La moindre chaleur, même la faible lueur de la structure du télescope lui-même, noirait le signal entrant dans le bruit. C'est pourquoi Webb a été placé derrière un pare-soleil à 5 couches de la taille d'un court de tennis. Ces couches, aussi fines qu'un cheveu humain, ont été conçues pour maintenir les instruments du télescope à des températures de plusieurs centaines de degrés en dessous de zéro. Le système de refroidissement de Webb fonctionne à des températures proches du zéro absolu, soit même en dessous de moins 233 degrés Celsius. C'est plus froid que presque tout ce qui existe naturellement dans l'univers observable. Pour atteindre ce froid et cette obscurité extrême, le télescope a été placé en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à un endroit appelé le deuxième point de Lagrange. Cela permet au télescope de rester dans une ombre perpétuelle, protégé simultanément de la lumière du Soleil, de la Terre, Sadasis, et de la Lune. C'est avec ces capacités uniques que Webb a regardé dans les coins les plus sombres de l'univers. Et là, il a trouvé quelque chose qui enfreignait la règle la plus fondamentale de la cosmologie, des galaxies massives, formées bien plus tôt qu'elles n'auraient dû. Pour comprendre ce problème, imaginez que vous construisez une ville à partir de rien. Vous posez les fondations, vous coulez le béton, vous montez les murs. Chaque étape prend du temps, et chaque étape dépend de la précédente.
Aucune ville n'apparaît entièrement équipée du jour au lendemain. La formation des galaxies fonctionne selon la même logique. Après le Big Bang, l'univers était un océan presque lisse d'hydrogène et d'hélium. La gravité aurait dû rassembler les étoiles et les galaxies lentement, sur des milliards d'années. Mais Webb a regardé seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang et a trouvé des villes entièrement équipées, matures, massives, structurées. L'astronome Ivo Labbé de l'université Swinburne en Australie et son équipe ont trouvé 6 galaxies massives dans l'univers primitif, qui représentaient plus de masse totale que ce que le modèle standard prévoyait pour cette région à cet âge. Labbé a comparé cette découverte à trouver un adulte dans une salle d'accouchement. Cela ne violait pas un peu la règle, mais de manière dramatique. C'est pourquoi notre modèle standard n'a pas survécu à la première année de Webb. Il avait été testé sous tous les angles pendant des décennies et avait tenu bon. Mais l'œil d'or de Webb a révélé une réalité que le modèle ne pouvait pas prédire. L'univers primitif était bien plus efficace que nous ne le pensions, bien plus rapide et bien plus organisé. Ces galaxies impossibles. La tension de Hubble, la nature de la matière noire et les mystères de la toile cosmique. Une fois réunis, pointent vers une seule conclusion. Notre carte de l'univers est fausse. Nous passons à côté de quelque chose de fondamental. Alors, que se passe-t-il maintenant? Les scientifiques ne peuvent pas se contenter de dire « notre modèle est faux ». Ils doivent faire face à ces découvertes. Laissons de côté les théories et les modèles. Qu'a vu exactement la caméra de James Webb lorsque ces premières images sont arrivées? Quelle forme impossible? Quelle structure massive? Et quelle lumière inexpliquée les scientifiques ont-ils remarqué sur leurs écrans? Car tout était caché dans ces premières données choquantes. Et ces données étaient impossibles. Et c'est là que le vrai choc arrive. Laissons les théories et les modèles de côté. Plongeons dans les données réelles. Ces premières images bouleversantes capturées par l'œil d'or de Webb. Car le 12 juillet 2022, le monde a retenu son souffle. La NASA a publié les premières images en couleur de Webb. Les images étaient, comme prévu, Nice a coupé le souffle. Mais est-ce, au sein de la communauté scientifique, à côté des célébrations, quelque chose d'autre se produisait? Une alarme. Le premier coup est venu des objets appelés les galaxies impossibles. C'étaient des galaxies anciennes qui sont apparues alors que l'univers n'avait que quelques centaines de millions d'années. Selon les théories, ces galaxies auraient dû être petites, chaotiques et pâles. Des galaxies bébés. Mais ce que Webb a trouvé n'étaient pas des bébés, c'étaient des géants. Même selon les normes des galaxies modernes, elles étaient grandes. Certaines semblaient avoir autant de masse que notre galaxie, la Voie lactée à 100 voire plus. Entièrement formées, organisées, en rotation, structurées. Selon le modèle cosmologique standard, c'était presque impossible. C'est car pour amener une galaxie à cette taille, la gravité doit attirer des quantités massives de gaz hydrogène. Elle doit transformer ce gaz en étoiles pendant des centaines de millions d'années. Ces étoiles doivent vivre et mourir, et ce cycle doit se répéter encore et encore. Cela prend du temps, plus de temps que l'univers n'en avait lorsque ces galaxies se sont formées. C'est pourquoi les scientifiques ont relu les données, encore et encore. Mais le vrai choc était dans les chiffres. L'équipe de l'astronome Ivo Labbé de l'université Swinburne en Australie a trouvé 6 candidates de galaxies massives dans l'univers primitif. La masse totale de ces 6 galaxies était supérieure à la masse totale que le modèle standard prévoyait pour toute cette région
de l'espace à cet âge. Ce n'était pas une simple erreur, mais c'était une contradiction dramatique. Paola Santini, une astronome de l'Institut national d'astrophysique en Italie, a décrit ses premières données en disant que les résultats étaient absolument inattendus. Cette situation a provoqué un mélange d'excitation et d'une réelle inquiétude dans la communauté scientifique. Le modèle standard, qui avait résisté à toutes sortes de tests pendant des années, était maintenant pulvérisé par des dizaines d'objets, car ces objets persistaient dans l'univers primitif, comme si les règles n'avaient jamais existé. Mais ce n'était que le début. Le coup suivant est venu de bien plus profond. Une équipe faisant partie du programme Aspire étudiait les environnements des plus anciens trous noirs connus. Ils s'attendaient à trouver quelques galaxies vaguement connectées les unes aux autres. À la place, ils ont trouvé quelque chose qui existait alors que l'univers avait 830 millions d'années. Un filament de 10 galaxies aligné le long d'un seul axe, s'étendant sur 3 millions d'années-lumière. Un filament, entièrement organisé, lié par la gravité, et en son cœur, un quasar brillant qui illuminait l'univers comme un phare. Xiao Weifan, membre de l'équipe de l'Université de l'Arizona, a déclaré qu'il était surpris de voir à quel point la structure était longue et étroite. Il ne s'attendait pas à une structure aussi nette. Car 3 millions d'années-lumière est une distance inconcevable. Notre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Ce filament est 30 fois plus large que notre galaxie, et il existait alors que l'univers n'avait que 7% de son âge actuel. Et selon le modèle standard, la toile cosmique aurait dû se développer lentement. L'existence d'un filament aussi distinct, aussi long et aussi organisé à un âge si précoce est en totale contradiction avec les prédictions de la chronologie standard. Et puis, il y avait les mystérieux petits points rouges. Ce nom semble presque inoffensif. Mais ces objets représentent l'une des découvertes les plus déroutantes faites par Webb, car les petits points rouges ne correspondent parfaitement à aucune catégorie que les astronomes ont définie jusqu'à présent. Ils ne sont manifestement pas des galaxies. Ils ne sont manifestement pas non plus des quasars. Quand Webb regarde un petit point rouge, il voit ceci, un objet petit, compact, intensément rouge et incroyablement brillant pour sa taille. Et c'est ce rapport luminosité-taille qui les rend anormaux. Une galaxie de cette taille physique, à cette distance et à cet âge, ne devrait pas émettre autant de lumière. En septembre 2025, une équipe de recherche a suggéré que certains petits points rouges pourraient ne pas être des galaxies du tout. Il pourrait s'agir d'une classe d'objets jusqu'alors inconnus, CHAP, avec des trous noirs en leur centre qui grandissent à des rythmes défiant la physique actuelle. Les trous noirs étaient si actifs, si intensément entourés de matière, que tout le système brillait avec une intensité qui éclipsait complètement les étoiles environnantes. Cela signifiait que le moteur à l'intérieur de la galaxie fonctionnait à un niveau de puissance pour lequel nous n'avons aucun cadre pour l'expliquer. Ce qui nous amène à la plus grande anomalie de toutes, les trous noirs eux-mêmes. Selon le modèle standard, une galaxie et son trou noir central grandissent ensemble sur des milliards d'années, à peu près proportionnellement l'un à l'autre. La galaxie nourrit le trou noir. Mais Webb a découvert que dans l'univers primitif, cette règle ne s'appliquait pas. En décembre 2025, une équipe dirigée par George Ricke a étudié une galaxie qui existait seulement 800 millions d'années après le Big Bang. À l'intérieur, ils ont trouvé
un trou noir supermassif qui engloutissait de la matière à un rythme beaucoup plus élevé que ce que sa galaxie haute pouvait supporter. La masse du trou noir était beaucoup plus grande que ce que la relation d'échelle standard prédirait pour la masse stellaire de la galaxie. Le trou noir avait dépassé la galaxie qui aurait dû le nourrir. George Rick a exprimé la découverte sans détour. Le James Webb a montré que nos idées sur la formation des trous noirs supermassifs sont presque entièrement fausses. Cette situation, connue sous le nom de trou noir surmassif, soulève une question fondamentale. Si le trou noir a grandi avant la galaxie, qu'est-ce qui l'a nourri? Les galaxies se formaient-elles autour de trous noirs massifs? Ces découvertes ne sont pas des anomalies, elles sont un motif. Des galaxies massives qui ne devraient pas exister. Des filaments 30 fois plus longs que prévu. Des centaines de petits points rouges non identifiés. Et des trous noirs qui grandissent plus vite que les galaxies qui devraient les nourrir. Chacun démolit un pilier fondamental du modèle standard. Et tous ensemble, ils indiquent une seule chose. Dans les premiers jours de l'univers, quelque chose que nous ne connaissons pas s'est produit. Mais l'image qui émerge lorsque nous assemblons ces pièces est bien plus étrange qu'une simple galaxie ou un simple filament. Car ces découvertes sur la nature du squelette invisible de l'univers, la matière noire, nous ont amenés à remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Et c'est pourquoi la liste des découvertes est devenue encore plus étrange. Car Webb n'a pas seulement regardé les galaxies, mais aussi leur forme, et ce qu'il a trouvé a démoli une hypothèse vieille de 30 ans. Les formes des galaxies dans l'univers primitif étaient fausses. Elles étaient allongées. Elles ressemblaient à des cigares cosmiques, pas à des crêpes cosmiques. Et cette forme ne correspondait pas aux prédictions du modèle de la matière noire froide. Les simulations de matière noire froide prévoyaient que les galaxies de cet âge devraient paraître compactes et à peu près sphériques. Mais Webb trouvait constamment des structures longues et minces. Ce n'est pas un détail cosmétique. La forme d'une galaxie est un enregistrement de la façon dont elle s'est formée. C'est pourquoi cette découverte signifiait que tout le squelette de l'univers pourrait être différent. Peut-être que la matière noire n'est pas froide, mais une matière chaude qui se comporte plus comme un fluide ou une onde quantique. Les chiffres derrière cette découverte étaient un chef frappant. L'équipe dirigée par Alvaro Posse a pris les images de galaxies primitives de l'enquête Sears, l'un des programmes de champ profond les plus ambitieux de Webb. Et ils ont directement comparé les formes observées à 3 ensembles de simulations différents. L'un utilisant la matière noire froide, un autre la matière noire chaude, et le dernier la matière noire ondulatoire. Le résultat était statistiquement significatif et il pointait constamment dans une seule direction. Les simulations de matière noire chaude et ondulatoire produisaient des formes allongées qui correspondaient bien mieux aux observations. Cela signifie que la nature fondamentale de la masse invisible qui maintient l'univers ensemble pourrait être différente de ce que nous avons supposé pendant 30 ans. C'est pourquoi chaque simulation de formation de galaxies jamais réalisée, chaque prédiction sur la taille et la forme des amas de galaxies pourrait avoir été construite sur une hypothèse qui pourrait être fausse. Mais la plus grande crise se situait dans la question la plus fondamentale. À quelle vitesse l'univers s'étend-il? La tension de Hubble était un problème croissant depuis plus d'une décennie, et tout le monde espérait que Webb résoudrait ce problème, en trouvant l'erreur. Une équipe dirigée par le lauréat du prix Nobel, Adam Riess,
a utilisé Webb pour vérifier les mesures des étoiles variables, céphéides dans les galaxies lointaines. Ce sont les échelons de l'échelle des distances cosmiques. Webb a vérifié ces échelons avec une précision qu'aucun instrument n'avait jamais atteinte auparavant. Le résultat? Hubble avait raison. Les mesures étaient correctes. Chaque échelon de l'échelle des distances était exactement là où il avait toujours été. La tension de Hubble était donc réelle. L'univers s'étendait vraiment plus vite que ce que prévoyait le modèle standard. Et personne ne pouvait expliquer pourquoi. Adam Riess a décrit la découverte sans équivoque. Une fois les erreurs de mesure écartées, ce qui reste est la possibilité réelle et excitante que nous ayons mal compris l'univers. Cette confirmation a approfondi la crise, car nous ne pouvions plus parler d'une erreur de mesure. Les résultats, publiés en février 2024, étaient sans appel. En décembre 2024, une étude ultérieure utilisant le plus grand échantillon de données collectées au cours des 2 premières années de Webb a répété l'analyse avec une précision encore plus grande. Et le résultat était le même. La constante de Hubble, mesurée par l'observation directe de l'univers proche, s'élevait à environ 72,5 km par seconde par mégaparsec. La valeur prédite à partir de l'univers primitif restait proche de 67. L'écart ne se comblait pas. Les mesures ne convergeaient pas. Elles se confirmaient. Cela signifie soit qu'il y a une erreur fondamentale dans le modèle standard de la cosmologie, soit que l'univers contient une caractéristique que la physique actuelle ne peut pas expliquer. C'est pourquoi les scientifiques envisagent maintenant sérieusement une forme d'énergie noire précoce, qui aurait donné une impulsion inattendue à l'expansion juste après le Big Bang, puis aurait disparu. Enfin, il y a eu une découverte annoncée en août 2025 par une équipe de l'Université du Missouri, en utilisant les images infrarouges de Webb. Ils ont identifié 300 objets dans l'univers primitif qui étaient plus brillants qu'ils n'auraient qu'un dû l'être. Cette luminosité était à un niveau que les modèles actuels de formation de galaxies ne pouvaient pas expliquer. Ces 300 objets correspondaient au même schéma, révélé par les découvertes précédentes de Webb. L'univers primitif était plus actif, plus organisé et plus productif que ce que nos modèles disaient. Une possibilité était que la formation d'étoiles dans l'univers primitif était beaucoup plus efficace que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce n'était qu'une théorie, et elle n'était pas confirmée. Ce qui rend ces 300 objets si importants, c'est ce qu'ils représentent collectivement. Chaque catégorie de découverte que Webb a faite dans l'univers primitif pointe dans la même direction. Plus de structures, construites plus rapidement, organisées plus tôt que ce que le modèle standard prévoyait. Des galaxies géantes, des filaments excessivement longs, des structures aux formes incorrectes, une vitesse d'expansion inexpliquée et des centaines d'objets bien plus brillants qu'ils ne devraient craindre l'être. La liste de ces anomalies ne cesse de s'allonger, et chacune pose la même question fondamentale. Comment fonctionne l'architecture de l'univers? Quels sont les mécanismes physiques derrière ces structures impossibles? Ces questions ne sont plus seulement des questions de quoi, mais de comment. Et la réponse à cette question de comment nous mènera aux secrets les plus profonds de l'univers, à la nature de la gravité, de la matière noire et de l'espace-temps lui-même. Car les découvertes de Webb montrent que nous devons comprendre non seulement les pièces, mais la machine elle-même. Et cette machine nous amenait à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur sa nature. Mais quels sont les secrets techniques derrière ces découvertes? Comment Webb
peut-il voir si clairement ces objets impossibles à des milliards d'années-lumière? Ralentissons maintenant. Passons des titres chocs à la salle des machines de la science. Car comprendre comment ce télescope fonctionne est aussi révolutionnaire que de comprendre ce qu'il a trouvé. Il y a 3 mécanismes fondamentaux qui permettent à Webb de réécrire l'univers. Et le premier est l'art de voir l'invisible. Cet art s'appelle la lentille gravitationnelle. Imaginez que vous regardez l'univers non pas à travers une vitre parfaitement plate, mais à travers une vieille vitre de fenêtre faite à la main. Le paysage extérieur est légèrement courbé, tordu, déformé. L'univers est exactement comme ça, comme Einstein l'a prédit en 1915. La masse courbe l'espace, et l'espace courbé courbe aussi le chemin de la lumière qui le traverse. C'est pourquoi, jusqu'à ce que la lumière d'une galaxie lointaine nous parvienne, elle est déviée par la gravité de chaque amas de galaxies, de chaque concentration de matière noire qu'elle rencontre sur son chemin. Chaque image de l'espace profond que Webb voit est en fait un paysage déformé vu à travers cette fenêtre cosmique. Mais, pour les scientifiques, cette distorsion n'est pas un défaut, c'est un outil. Car en mesurant la quantité et la forme de cette distorsion, ils peuvent cartographier où se trouve la matière invisible qui courbe la lumière, c'est-à-dire la matière noire, et en quelle quantité. C'est ce qu'on appelle la lentille gravitationnelle faible. Des programmes de Webb comme Cosmos Webb ont utilisé cette technique en balayant une portion du ciel d'une taille d'environ 2,5 fois la superficie de la pleine Lune. Dans cette zone, ils ont mesuré la forme de 129 galaxies par minute d'arc carré. En analysant les distorsions statistiques dans la forme de centaines de milliers de galaxies, ils ont construit l'une des cartes de matière noire les plus nettes jamais créées. Hubble pouvait aussi le faire, mais la sensibilité infrarouge et la résolution exceptionnelle de Webb ont rendu ces cartes plus de 2 fois plus nettes. C'est pourquoi cette méthode est le moyen le plus puissant de révéler le squelette invisible de l'univers. Alors, comment Webb parvient-il à extraire ces faibles points de lumière à plus de 13 milliards d'années-lumière parmi des milliards d'objets? La réponse réside dans une technique ingénieuse appelée dropout. Vous pouvez imaginer cela comme l'utilisation d'une série de filtres colorés. La lumière d'un objet très lointain est extrêmement étirée ou décalée vers le rouge en raison de l'expansion de l'univers. Cela signifie que la longueur d'onde de la lumière sort complètement du spectre visible et entre dans le domaine infrarouge. Les caméras de Webb sont équipées d'une série de filtres qui ciblent différentes couleurs infrarouges ou longueurs d'onde. Si un objet apparaît brillamment dans les filtres de Webb à la plus longue longueur d'onde, les plus rouges, mais disparaît soudainement dans les filtres à plus courte longueur d'onde, plus bleu, c'est-à-dire qu'il chute, drop out. C'est un signe fort que sa lumière a été poussée au-delà d'un certain point de décalage vers le rouge. Cet objet doit donc provenir des tout premiers âges de l'univers. Mais c'est exactement la technique que l'équipe de l'Université du Missouri a utilisée pour trouver ces 300 candidats d'objets brillants. Cette méthode est comme un aimant qui élimine une grande partie de la paille, au lieu de chercher une aiguille dans une botte de foin. Les télescopes précédents ne pouvaient pas utiliser cette technique aussi efficacement, car ils n'avaient pas la sensibilité pour voir les longueurs d'onde infrarouges où la lumière de ces objets les plus anciens chute. C'est pourquoi Webb a une capacité unique pour trouver les plus anciens habitants de l'univers. Mais le fait qu'un objet soit extrêmement rouge ne signifie pas nécessairement qu'il est très loin. C'est peut-être juste une galaxie très poussiéreuse,
et la poussière rougit sa lumière. C'est là qu'intervient l'outil le plus précis et le plus puissant de Webb, la spectroscopie. Pensez-y comme à la lecture de l'empreinte digitale chimique ou du code-barre universel de la lumière. Des instruments de Webb comme NIRSPEC prennent la lumière d'un objet et la décomposent en ses couleurs composantes, comme un prisme. Mais ce n'est pas seulement un arc-en-ciel. Ce spectre est rempli de lignes sombres. Chaque élément, par exemple l'hydrogène ou l'oxygène, absorbe la lumière à des longueurs d'onde spécifiques et connues. Ces raies d'absorption créent le code-barre de cet élément. Les scientifiques recherchent ce code-barre. Et s'ils trouvent pas le code-barre familier de l'hydrogène dans le spectre d'une galaxie, mais que ce code-barre est décalé vers une extrémité beaucoup plus rouge du spectre par rapport à sa position en laboratoire, ils peuvent calculer le décalage vers le rouge de l'objet avec une précision extraordinaire en mesurant l'ampleur de ce décalage. Cette valeur de décalage vers le rouge leur donne la distance et l'âge exact de l'objet. C'est pourquoi la spectroscopie transforme le doute en certitude. Elle transforme une galaxie candidate en une galaxie confirmée existant 400 millions d'années après le Big Bang. Hubble avait aussi des spectrographes. Mais les instruments de Webb sont beaucoup plus sensibles et incroyablement efficaces grâce à des réseaux de micro-obturateurs qui peuvent analyser des centaines d'objets simultanément. Donc, Webb cartographie l'invisible en courbant l'univers. Il sélectionne les plus anciens avec des filtres de couleurs. Et il confirme tout en lisant le code-barre de la lumière. Ces trois techniques constituent la base des découvertes révolutionnaires de Webb. La lentille gravitationnelle nous dit où se trouve la matière noire. L'analyse par dropout nous montre où regarder. Et la spectroscopie confirme avec certitude ce que nous y trouvons. Ces outils n'ont pas seulement été utilisés pour trouver des galaxies primitives. Ils ont également été utilisés pour résoudre une autre crise majeure qui hante la cosmologie depuis des décennies. Une contradiction dans l'une des constantes fondamentales de l'univers. La tension de Hubble. Alors, comment Webb a-t-il utilisé ces techniques pour résoudre cette crise décennale? Et surtout, ce qu'il a trouvé, a-t-il résolu la crise ou l'a-t-il encore aggravée? Car lorsque Webb a regardé les échelons les plus importants de l'échelle des distances cosmiques, ce qu'il a trouvé a, de manière inattendue, aggravé la crise. Et cela nous oblige à comprendre comment Webb a accompli l'une de ses missions, peut-être les plus critiques, recalibrer l'échelle des distances cosmiques. La tension de Hubble provenait fondamentalement de l'incompatibilité de deux méthodes de mesure différentes. La mesure de l'univers proche et la mesure de l'univers lointain. Les soupçons se concentraient généralement sur la mesure de l'univers proche, machin plus complexe. Car cette méthode repose sur un type particulier d'étoiles appelées les étoiles variables, céphéides. Car ces étoiles sont comme des métronomes cosmiques dont la luminosité augmente et diminue à un rythme régulier. Et surtout, leur période de pulsation est directement liée à leur luminosité intrinsèque réelle. C'est pourquoi, en mesurant la vitesse à laquelle une céphéide pulse, vous pouvez savoir exactement à quel point elle devrait être brillante. En mesurant sa luminosité apparente, vous pouvez alors calculer sa distance. Cette méthode est l'un des échelons les plus importants de l'échelle des distances cosmiques que nous utilisons pour mesurer les distances dans l'univers. Mais il y avait un problème. Peut-être que Hubble ne parvenait pas à distinguer correctement ces céphéides dans des champs d'étoiles bondés, et que ces mesures étaient polluées par la lumière des étoiles voisines. C'est pourquoi une équipe dirigée par le lauréat du prix Nobel, Adam Riess, a utilisé Webb précisément
pour résoudre ce problème. La vision infrarouge et la netteté de Webb lui ont permis d'observer à des longueurs d'onde où la lumière des étoiles est au moins obstruée par la poussière. Et les résultats, publiés en février 2024, étaient sans appel et clairs. Webb a confirmé les mesures de Hubble. Il n'y avait pas de pollution, pas d'erreur de mesure. Les échelons de l'échelle étaient solides. Cela a prouvé que la tension de Hubble était réelle. L'univers s'étendait vraiment plus vite que ce que prévoyait le modèle standard. Et personne ne savait pourquoi. Mais l'arsenal technique de Webb ne s'arrête pas là. L'une de ses capacités peut-être les plus révolutionnaires peut sembler moins spectaculaire à première vue. Mesurer les formes des galaxies. La forme d'une galaxie n'est pas seulement une caractéristique esthétique. C'est un enregistrement de la façon dont une galaxie est née et a grandi. Le modèle de la matière noire froide prédit que l'univers devrait être rempli de petits amas denses de matière noire. Ces amas auraient dû attirer la matière de toutes les directions, formant ainsi les premières galaxies avec des formes compactes et à peu près sphériques. Mais Webb, en regardant l'univers primitif, a constamment trouvé des structures longues, minces, en forme de cigare. Cette situation a attiré l'attention de l'équipe dirigée par Álvaro Povega du Centre international de physique de Donostia. L'équipe a pris les images de galaxies primitives de l'enquête JADS de Webb et les a comparées à 3 simulations différentes. Une utilisant la matière noire froide, une la matière noire chaude et une la matière noire ondulatoire. Les simulations de matière noire froide produisaient constamment des galaxies beaucoup plus compactes que ce que Webb voyait. Pourtant, les simulations de matière noire chaude et ondulatoire ont révélé des formes longues et minces qui correspondaient beaucoup plus étroitement aux observations. Dans les modèles de matière noire chaude ou ondulatoire, la matière noire s'écoule le long de filaments plus lisses et plus longs. Les galaxies formées dans cet environnement prendraient naturellement ces formes allongées. C'était comme si les galaxies n'étaient pas assemblées en collectant du matériel de toutes les directions, mais plutôt coulées dans un moule préexistant. Cette découverte, si elle est confirmée, signifie que notre hypothèse fondamentale sur le squelette invisible de l'univers depuis 30 ans pourrait être fausse. Cela nous obligerait à tout repenser, de la formation des galaxies à la croissance de la toile cosmique. Et enfin, l'une des capacités les plus fondamentales de Webb est sa capacité à capturer à la fois la profondeur et la largeur. Vous pouvez imaginer cela comme avoir à la fois un microscope et un objectif grand angle. La célèbre image du champ profond de Hubble avait montré à quel point l'univers était peuplé en révélant des milliers de galaxies dans une portion de ciel de la taille d'un grain de sable. Mais c'était une perspective très étroite. Des programmes de Webb comme Cosmos Webb, en revanche, ont été conçus pour balayer des zones de ciel beaucoup plus grandes, avec une profondeur similaire. Cosmos Webb était le plus grand programme d'observation entrepris par Webb au cours de sa première année. Et il a détecté plus d'un demi-million de galaxies au cours de 255 heures d'observation. De telles études, à grande échelle, nous permettent d'aller au-delà des objets singuliers pour comprendre la structure générale de l'univers. Elles nous permettent de mesurer statistiquement comment les galaxies sont regroupées, la longueur des filaments de la toile cosmique et la taille des vides cosmiques. C'est la science de la vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble nous permet de tester le principe cosmologique qui stipule que l'univers est homogène et isotrope aux plus grandes échelles.
Les premières données de Webb donnent des indices que ce principe pourrait également devoir être remis en question, car les structures de l'univers primitif semblent plus organisées et plus regroupées que ce que les modèles standards prévoient. Cela pourrait signifier qu'il y a des motifs à plus grande échelle dans la texture de l'univers que nous n'avions pas pris en compte. C'est pourquoi la puissance technique de Webb ne se résume pas seulement à voir plus loin. Il cartographie l'invisible avec la lentille gravitationnelle. Il sélectionne les plus anciens avec l'analyse par dropout. Il précise les distances avec la spectroscopie. Il calibre l'échelle cosmique avec les mesures de céphéides. Il remet en question la nature de la matière noire avec les formes des galaxies. Et il teste la texture générale de l'univers avec des études à grande échelle. Ces 6 mécanismes, réunis, forment une chaîne de preuves qui secoue la cosmologie à ses fondements. Mais, toutes ces techniques et données nous amènent à une question ultime. Que signifient toutes ces découvertes impossibles? Tous ces modèles brisés et tous ces nouveaux mystères, l'effondrement du modèle standard n'est-il qu'un débat académique? Ou l'univers lui-même nous murmure-t-il une vérité beaucoup plus profonde, beaucoup plus troublante sur sa nature? Car la combinaison de ces découvertes ne suggère pas seulement une nouvelle physique, mais aussi une nouvelle réalité. Et au centre de cette réalité se trouve la plus grande crise que nous ayons jamais rencontrée. Lorsque toutes ces anomalies se rejoignent, le tableau qui émerge cesse d'être une série d'anomalies isolées pour dessiner un portrait de l'univers lui-même. Et nous arrivons maintenant au véritable point culminant. À ce moment où toutes ces découvertes convergent, à ce moment où le modèle standard ne s'est pas seulement fissuré, mais s'est complètement effondré. Car à mesure que les données de Webb s'accumulaient, les scientifiques ont réalisé qu'ils ne résolvaient pas des énigmes individuelles, mais que l'image elle-même était fausse de bout en bout. C'était le début d'une révolution, et comme toute révolution, elle était choquante, dérangeante et irréversible. Maintenant, examinons successivement les 4 plus grands coups, les découvertes les plus épiques qui ont ébranlé les fondements de la cosmologie. Tenez-vous prêts. Le rythme s'accélère. Premier coup, la confirmation de la crise de Hubble. C'était un scénario apocalyptique, un cauchemar qui durait depuis 10 ans. Il y avait 2 mesures différentes pour la vitesse d'expansion de l'univers, et ces mesures ne correspondaient pas. Les données de l'univers primitif prévoyaient une vitesse de 67 km par seconde par mégaparsec. Mais les mesures directes utilisant des chandelles standards dans l'univers proche indiquaient une vitesse de 73 km. La différence de 8% ne pouvait pas être une simple erreur. Pendant des années, l'espoir résidait dans une erreur de la méthode de mesure directe. Mais ensuite, Webb est entré en jeu, et l'équipe d'Adam Rees a réalisé l'une des mesures les plus précises de l'histoire. Ils ont observé les étoiles céphéides dans la lumière infrarouge, avec une clarté que Hubble n'aurait jamais pu atteindre. Ils ont éliminé toutes sortes d'erreurs systématiques. La pollution par la poussière, le surpeuplement stellaire. Et le résultat? L'article publié en février 2024 a envoyé une onde de choc à travers le monde scientifique. Hubble avait raison. Il n'y avait pas d'erreur de mesure. La tension était donc réelle. Ce n'était pas une simple divergence de données. C'était la preuve la plus solide que la physique de l'univers était fondamentalement mal comprise. L'astrophysicien Dan Skolnick de l'Université Duke est monté sur scène lors de la réunion de la Société américaine d'astronomie en janvier 2025
et a dit ce qui était impensable 10 ans plus tôt. La tension de Hubble est maintenant une crise. C'était le premier acte d'une révolution. Notre modèle ne pouvait pas expliquer le comportement le plus fondamental de l'univers. Deuxième coup, la crise des galaxies surmassives. C'était une crise concernant le temps lui-même. Selon le modèle standard, la croissance des galaxies prenait du temps. Mais Webb a trouvé des géants là où le temps n'existait pas. C'étaient des galaxies qui existaient seulement 300 à 500 millions d'années après le Big Bang. Mais leur masse rivalisait avec celle de la Voie lactée, parfois même la dépassant. C'était comme trouver un joueur de basket de 2 mètres dans une classe de maternelle. C'était impossible, car il y a un temps minimum requis pour amener une galaxie à 10 milliards de masses solaires. Les physiciens l'avaient calculé avec soin. Et l'univers, lorsque ces galaxies se sont formées, n'avait qu'une petite fraction de ce temps. L'équipe de l'Université du Missouri a découvert plus de 300 candidats d'objets excessivement brillants de ce type. La luminosité de ces objets n'était pas cohérente avec la physique de la formation des galaxies de cette époque. Lorsque ces découvertes ont été publiées en août 2025, les théories de la formation des galaxies ont été fondamentalement ébranlées. Soit la formation d'étoiles à cette époque était 100 fois plus efficace que nous le pensions, soit nos modèles de matière noire étaient des complètement faux, soit notre connaissance de l'âge de l'univers était erronée. Chaque possibilité était plus troublante que la précédente, car il ne s'agissait pas de quelques galaxies se comportant anormalement. C'était la preuve que l'univers, depuis le tout début, ne jouait pas selon nos règles. Troisième coup, la crise de la priorité des trous noirs. C'était l'inversion de la relation de cause à effet. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru qu'une galaxie et son trou noir supermassif central grandissaient ensemble. La galaxie grandit. Elle nourrit le trou noir. C'était une relation logique. Mais Webb a bouleversé cette logique. Il a découvert que dans l'univers primitif, les trous noirs grandissaient beaucoup plus vite que leurs galaxies. En décembre 2025, l'équipe de George Ricke a étudié une galaxie nommée Virgo, qui existait seulement 800 millions d'années après le Big Bang. Le trou noir à l'intérieur était disproportionnément grand par rapport à la taille de sa galaxie hôte. Il avait pratiquement englouti la galaxie. En 2025, une autre équipe a confirmé un trou noir supermassif, actif, existant seulement 570 millions d'années après le Big Bang. C'était l'un des plus anciens trous noirs supermassifs jamais trouvés. Et encore une fois, il était trop grand pour sa galaxie. Ces trous noirs surmassifs posaient la question: si le trou noir grandit en premier, qu'est-ce qui le nourrit? Cela signifiait que l'ordre de la création était faux, et le moteur venait avant la voiture. La galaxie se formait-elle autour du monstre en son centre? Cette idée défiait tout ce que nous savions sur l'évolution des galaxies. Et la question la plus troublante était: comment des trous noirs aussi massifs ont-ils pu se former en si peu de temps? Quatrième et plus grand coup, la crise de la forme de la matière noire. Cela concernait la nature du squelette invisible de l'univers. Pendant des décennies, le modèle de la matière noire froide était la norme. Ce modèle prévoyait que la matière noire s'agrégeait en petits amas denses et que les galaxies se formaient au centre de ces amas, en attirant de la matière de toutes les directions, avec des formes à peu près sphériques. Mais Webb a vu tout le contraire. Les galaxies de l'univers primitif n'étaient pas sphériques. Elles étaient longues, en forme de cigare, de filaments.
Cela a été établi de manière concluante dans un article publié dans la revue Nature Astronomy en décembre 2025. Les chercheurs ont comparé les formes des galaxies dans les données JATS de Webb avec des simulations de matière noire, froide, chaude et ondulatoire. Le résultat était d'une clarté écrasante. Les formes observées ne correspondaient pas au modèle de la matière noire froide. Pourtant, elles correspondaient parfaitement au modèle de matière noire chaude ou ondulatoire. Cela signifiait que l'hypothèse fondamentale sur laquelle nous avions construit la cosmologie depuis 30 ans pourrait être fausse. Le squelette de l'univers pourrait être plus lisse et plus fluide que ce que nous pensions, et non pas grumeleux et rugueux. Cela avait le potentiel d'invalider chaque simulation, chaque modèle de formation de galaxies, chaque théorie de la croissance de la toile cosmique. Ce n'était pas un simple changement de détail. C'était le sol même sur lequel nous nous tenions qui changeait. Le tableau qui émerge lorsque ces 4 crises se rejoignent est le suivant. Notre univers s'étend plus vite que prévu. Les galaxies atteignent des tailles massives bien avant le temps imparti. Les trous noirs grandissent avant les galaxies qui devraient les nourrir. Et le squelette invisible qui maintient tout cela ensemble pourrait avoir une nature complètement différente de ce que nous pensions depuis 30 ans. Ce n'est plus une situation qui peut s'expliquer par de petits ajustements ou des erreurs de mesure. C'est un changement de paradigme à grande échelle. Des groupes comme la collaboration Cosmoverse, réunissant plus de 500 chercheurs, ont conclu que ces incohérences sont maintenant trop nombreuses et trop cohérentes pour être ignorées. Le modèle standard était brisé. Alors, que se cache-t-il derrière ces morceaux brisés ? Ces anomalies nous dirigent-elles vers une structure plus profonde, plus fondamentale de l'univers ? Car chacune de ces crises, bien qu'étant une révolution en soi, nous mène, une fois réunis, à une conclusion bien plus étrange sur la forme et la texture ultime de l'univers. Et cette conclusion commence par l'idée que tout pourrait n'être qu'une illusion. Car les crises révélées par Webb ne sont pas seulement des problèmes isolés. Ce sont des signes que notre façon de percevoir l'univers pourrait être fondamentalement défectueuse. Et cette illusion commence par la lumière, elle-même. La lentille gravitationnelle. Ce n'est plus seulement un outil utilisé pour cartographier la matière noire, mais c'est un avertissement qui nous rappelle que tout ce que nous voyons est une interprétation. La lumière ne se déplace pas en ligne droite. Elle est courbée par chaque masse dans la texture de l'espace-temps. Un photon qui atteint notre œil après un voyage de 14 milliards d'années a été courbé, étiré, déformé des milliers de fois. C'est pourquoi, en 2024, Webb a détecté l'un des exemples les plus extrêmes de lentilles gravitationnelles jamais observées derrière un amas de galaxies appelé MACS J0417. Une galaxie en arrière-plan était divisée en 5 images distinctes, 5 fantômes, identiques mais venus par des chemins différents. Ce motif, appelé ombilique hyperbolique, était une structure incroyablement rare, identifiée seulement 3 ou 4 fois dans l'univers observable. Chez la galaxie en arrière-plan, ressemblait à un point d'interrogation cosmique tordu. Cette image était la preuve la plus poétique de la profondeur avec laquelle tout ce que nous voyons est modifié. Nous ne voyons pas l'univers directement. Nous le voyons à travers une lentille gigantesque de 14 milliards d'années-lumière de large. Et cette lentille n'est jamais parfaite. Mais cette illusion ne se limite pas à la courbure de la lumière. Les plus grandes structures de l'univers elles-mêmes pourraient être une illusion. Les vides cosmiques.
ce sont les immenses régions de néant entre les filaments de la toile cosmique. Mais le problème était le suivant. Les vides observés étaient plus grands que ce que le modèle standard prévoyait, et plus courants. Le plus célèbre est le vide du Bouvier, d'environ 330 millions d'années-lumière de diamètre, selon le modèle standard. Un vide aussi grand aurait dû être extrêmement rare. Pourtant, des recherches ultérieures ont trouvé d'autres vides d'échelle similaire. Cela signifiait que la structure spumeuse de l'univers avait des bulles plus grandes que ce que nos modèles prévoyaient. Cette situation impliquait soit que l'énergie noire était plus forte dans le passé, soit que, de nouveau. La nature de la matière noire était différente. Peut-être que l'univers avait une structure plus lacunaire que nous le pensions. Mais il y avait une possibilité encore plus troublante. Peut-être que ces structures gigantesques violaient un principe fondamental de l'univers, l'Orichet, le principe cosmologique. Ce principe dit que l'univers, avaskax aux plus grandes échelles, Sotsaina, est homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il apparaît identique partout et dans toutes les directions. Pourtant, des structures comme le grand mur de Sloan, long d'1,4 milliard d'années-lumière, ou le grand mur d'Hercule Couronne, boréal, une concentration de galaxies s'étendant sur 10 milliards d'années-lumière, défiaient ce principe. Ces structures dépassaient les échelles auxquelles l'univers aurait dû s'aplanir. Le fait que Webb ait également trouvé ces structures à grande échelle dans l'univers primitif a renforcé ce doute. L'univers n'était peut-être pas aussi uniforme que nous le pensions, et cela nous amène à la question la plus fondamentale. Quelle est la géométrie de l'univers lui-même, c'est-à-dire de l'espace-temps? Est-il plat? Est-il positivement courbé comme une sphère? Ou est-il négativement courbé comme une selle? Nos meilleures mesures, basées sur le fond diffus cosmologique, nous disent que l'univers, pour autant que nous puissions l'observer, est plat, c'est-à-dire que des lignes parallèles restent parallèles à l'infini. La somme des angles intérieurs d'un triangle est exactement de 180 degrés. Mais il y a un grand « mais » ici. Nous ne voyons que l'univers observable. Une bulle d'environ 46 milliards d'années-lumière de rayon, ce pourrait n'être qu'une petite partie de l'univers réel. Tout comme nous pensons que la Terre est plate en nous tenant à sa surface. L'univers pourrait avoir une légère courbure à une échelle si grande que nous ne pouvons pas la mesurer. Si c'est vrai, l'univers pourrait être fini mais sans limite. C'est-à-dire que comme la surface d'une sphère, si vous allez assez loin, vous revenez à votre point de départ. Cela signifie que l'univers n'est pas infini. Et cette idée, combinée aux découvertes de Webb, ouvre la porte à une solution radicale qui pourrait tout changer. Peut-être que toutes ces crises n'ont qu'une seule explication. Et cette explication pourrait être la plus radicale. L'énergie noire précoce. Rappelez-vous la tension de Hubble. Les mesures de l'univers primitif et de l'univers tardif ne correspondaient à pas. Et si un événement s'était produit dans l'histoire de l'univers que le modèle standard n'avait pas pris en compte, la théorie de l'énergie noire précoce suggère exactement cela. Et peu de temps après le Big Bang, alors que l'univers n'était pas encore assez froid pour former des atomes. Une poussée, brève mais puissante, a été donnée à l'expansion cosmique. Cette énergie, semblable à l'énergie noire, mais qui n'existait que temporairement, a accéléré l'expansion de l'univers de manière inattendue, puis a disparu. Si c'est vrai, cela pourrait expliquer pourquoi les mesures de l'univers primitif prévoient une vitesse d'expansion plus faible, mais pourquoi
l'univers actuel fonctionne plus vite. Cela peut sembler une solution de fortune. Mais les architectes de la théorie, comme Mark Kamionkowski de l'université Johns Hopkins, soutiennent que c'est l'une des explications qui correspond le mieux aux données actuelles. Cette théorie ne nécessite pas de nouvelles particules ou forces. Elle dit simplement qu'il y a eu une période d'injection d'énergie dans l'histoire de l'univers que nous ne connaissions pas. Cela pourrait être la porte de sortie de toutes ces crises de la cosmologie. Mais cela signifie aussi accepter que l'histoire de l'univers a été beaucoup plus violente et mouvementée que nous le pensions. Le tableau qui émerge lorsque toutes ces pièces sont assemblées est le suivant. Tout ce que nous voyons pourrait être une illusion provenant d'une lentille tordue de 14 milliards d'années. Les plus grandes structures de l'univers pourraient être plus grandes et plus lacunaires que prévu, ce qui ébranlerait le principe cosmologique fondamental. L'univers lui-même pourrait ne pas être infini, mais une sphère gigantesque mais finie. Et ce qui pourrait expliquer toutes ces anomalies pourrait être une violente explosion d'énergie au tout début de l'univers. Ce n'est plus un petit ajustement, c'est réécrire notre récit le plus fondamental sur l'univers. Notre histoire de la création. La question n'est plus de savoir si le modèle standard peut être sauvé. La question est de savoir ce qui le remplacera. Mais Nakahama, maintenant, arrêtons-nous un instant après cette vitesse vertigineuse. Allons au-delà de toutes ces données, de toutes ces crises et de toutes ces théories. Et posons-nous la question la plus fondamentale. Que signifie tout cela pour nous? Que nous dit ce drame cosmique sur notre existence en tant qu'humains? Car derrière cette révolution scientifique, il pourrait y avoir une vérité plus profonde, plus philosophique. Derrière cette révolution scientifique, il pourrait y avoir une vérité plus profonde, plus philosophique. Et maintenant, après cette vitesse vertigineuse, il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Maintenant, nous nous posons la question la plus fondamentale. Que signifie tout cela pour nous? Dans ce cosmos de 93 milliards d'années-lumière de large, dans cet océan de temps de 13,8 milliards d'années, quelle est notre place? Les découvertes de Webb ne concernent pas seulement les galaxies et les trous noirs. Elles concernent ce que signifie être humain. Car cette nouvelle carte de l'univers nous confronte à nos paradoxes les plus fondamentaux. Et le premier paradoxe, peut-être le plus grand, est ce gouffre profond entre l'immensité inconcevable de l'univers et notre incroyable petitesse. Si d'un côté, il y a l'univers observable lui-même, une sphère gigantesque d'un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. À l'intérieur, il abrite, selon les estimations, 2000 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles. Ces chiffres sont si grands que notre esprit ne peut pas vraiment les saisir. Et ce n'est que la partie que nous pouvons voir. Si la théorie de l'inflation est correcte, l'univers réel est inconcevablement, peut-être infiniment plus grand que notre bulle observable. De l'autre côté, il y a toi, il y a nous, des êtres vivants, une vie moyenne de 80 ans, à l'intérieur de nos corps de quelques mètres. Dans cet immense océan cosmique, nous sommes une particule plus petite qu'un seul grain de sable. Lorsque vous mettez ces deux réalités côte à côte, le sentiment qui en émerge peut être un néant écrasant. Et ce néant a un aspect tragique. C'est notre limitation. Nous n'atteindrons jamais ces galaxies les plus lointaines que Webb a vues. Cette lumière des premières étoiles. Elles sont enfermées derrière les murs infranchissables du temps et de l'espace.
Nous sommes condamnés à notre petite planète, à notre petit système solaire. Nous ne pouvons voir une grande partie de l'univers que de loin, comme de faibles points de lumière. C'est comme se tenir au bord d'un océan, sachant que vous n'atteindrez jamais la rive opposée. Cela peut créer un profond sentiment de solitude cosmique et d'inaccessibilité. Mais c'est précisément là, dans cette tragédie, qu'un miracle se cache, et nous ne pourrons peut-être jamais aller sur cette rive opposée. Mais nous pouvons voir cette rive, nous pouvons la comprendre. Nous sommes une partie de l'univers qui a pris conscience de sa propre existence. Dans ces 2000 milliards de galaxies, pour autant que nous le sachions, c'est seulement sur ce pâle point bleu que des êtres ont évolué qui interrogent l'univers, écrivent des équations, construisent des télescopes. Tu fais aussi partie de ce miracle. Ton cerveau, produit de 13,8 milliards d'années d'histoire, peut analyser la composition chimique d'une galaxie à 46 milliards d'années-lumière. Cela signifie que notre petitesse n'est pas une malédiction, mais un privilège. Car l'univers, ça, à travers nous, se connaît lui-même. Et c'est pourquoi, même si nous sommes un néant dans ce vide immense, nous sommes aussi tout. Nous sommes la conscience qui crée le sens, qui pose la question et qui cherche la réponse. Le deuxième paradoxe concerne le temps lui-même. D'un côté, il y a l'âge de l'univers qui semble presque infini. 13,8 milliards d'années. C'est une durée que l'esprit humain ne peut pas saisir. Si toute l'histoire de l'univers tenait dans une année civile, l'histoire humaine enregistrée correspondrait aux dernières secondes, après 23h59, la nuit du 31 décembre. Nous ne sommes qu'un clin d'œil dans cette immense chronologie. De l'autre côté, il y a notre existence courte, instantanée. Chacun de nous est comme une étincelle qui brille un instant dans ce fleuve infini du temps, puis s'éteint. Mais cela nous confronte à une autre réalité tragique, notre fugacité. Il y a eu des milliards d'années avant nous, il y aura des milliards d'années après nous. Nous ne sommes témoins que d'un instant de ce grand récit. Nous n'avons pas vu la naissance de l'univers. Nous ne verrons probablement pas sa fin. C'est comme lire une seule page d'un livre, sans jamais connaître le début ni la fin. Individuellement, notre existence est presque insignifiante à l'échelle cosmique. Cela peut créer un sentiment de tristesse et de perte, car il y a tant de choses que nous manquons. Mais c'est là qu'intervient encore ce mot magique « mais ». Oui, nous ne sommes qu'un instant. Mais cet instant est l'instant où tout se passe. Tous les 13,8 milliards d'années du passé ont mené précisément à cet instant, à ce moment où tu existes. Chaque explosion d'étoiles, chaque collision de galaxies, chaque réaction chimique a assemblé les atomes pour te créer. Moi, nous tous. Tu es une mémoire de l'univers, lui-même, qui se souvient de son propre passé. Les atomes de carbone dans ton corps ont été forgés au cœur d'une étoile qui est morte il y a des milliards d'années. Cela montre que le fait d'être éphémère ne signifie pas que nous sommes insignifiants. Au contraire, cela rend ce bref moment où nous existons incroyablement précieux. Car ce moment est le résultat de l'accumulation de 13,8 milliards d'années de l'univers. Tu ne vis pas seulement dans un instant, tu es cet instant lui-même. Une expression vivante, respirante, pensante de cet instant. Et le troisième paradoxe, le plus personnel, est notre solitude et notre connexion. C'est quand nous regardons l'univers. Ce que nous voyons est la distance, le vide. Notre système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, est à 4,2 années-lumière. C'est un voyage qui prendrait des dizaines de milliers d'années, même avec nos engins spatiaux
les plus rapides. Les galaxies sont à des millions d'années-lumière, les unes des autres, et l'expansion de l'univers les éloigne de nous de plus en plus vite. Cela crée un profond sentiment d'isolement physique. Chaque galaxie est comme seule sur son île cosmique. Et nous aussi, sur notre petite île, semblons être seuls dans cette immense obscurité. Cela porte l'une de nos peurs les plus fondamentales, la peur de la solitude. À une échelle cosmique, le silence de l'univers peut être assourdissant, car personne ne semble répondre, et c'est comme être coincé sur un seul radeau au milieu d'un océan. Mais voici encore ce paradoxe. Aussi seuls que nous soyons physiquement, nous sommes d'autant plus connectés à un niveau fondamental. Comme Webb nous l'a montré, tout est soumis aux mêmes lois de la physique. L'atome d'hydrogène dans une galaxie à 13 milliards d'années-lumière est le même que l'atome d'hydrogène dans ton corps. Tout vient du même début, du même Big Bang. Nous sommes, littéralement, de la poussière d'étoiles. Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous sommes différentes branches du même arbre cosmique. Tu n'es pas fondamentalement différent de la personne à côté de toi, d'une étoile dans le ciel ou d'un nuage de gaz dans une galaxie lointaine. Nous sommes tous des arrangements temporaires dans la même soupe cosmique. Cette connexion transcende les distances physiques. C'est un lien existentiel. Et ce lien est l'antidote à la solitude. Car tu n'es pas seul. Tu es une partie de tout. Et tout est une partie de toi. C'est la leçon la plus profonde que l'univers nous enseigne. La solitude est une illusion. La connexion est la vérité fondamentale. Ces paradoxes, grandeur et petitesse, éternité et fugacité, solitude et connexion, ne sont que quelques coups de pinceau du nouveau portrait de l'univers que Webb nous offre. Ils vont au-delà des données scientifiques pour toucher le cœur de la condition humaine, des vérités philosophiques. Et ces vérités, aussi troublantes qu'elles soient, sont aussi porteuses d'espoir. Mais ces réflexions ne concernent pas seulement notre place dans l'univers, si elles soulèvent également des questions profondes sur la nature de notre quête de connaissance, c'est-à-dire la science elle-même. Car il y a autre chose que Webb nous a montré. La connaissance elle-même est aussi une illusion, une cible en constante évolution, en constante mutation. Et cela nous amène au quatrième et peut-être au plus troublant des paradoxes, la certitude et l'incertitude de la connaissance. D'un côté, il y a le cadre scientifique le plus précis, le plus puissant de l'histoire de l'humanité, le modèle standard de la cosmologie. Depuis 50 ans, il a été testé avec les données de dizaines d'expériences indépendantes, du travail de toute une vie de centaines de scientifiques. Et il a résisté à chaque fois. Et ce modèle nous a donné l'âge, la composition et l'évolution de l'univers avec une précision extraordinaire. C'est une victoire de la capacité de l'esprit humain à extraire l'ordre du chaos, à extraire le signal du bruit. Mais, de l'autre côté, il y a les découvertes de Webb, des données qui ne correspondent pas à ce modèle précis, qui le défient, qui le brisent, la tension de Hubble, les galaxies surmassives, les structures de matière noire aux formes incorrectes. C'est la vérité tragique de la science. Chaque réponse engendre des questions nouvelles et plus difficiles. Chaque carte révèle de nouvelles terres inexplorées. Juste au moment où nous pensons avoir tout compris, l'univers nous rappelle que nous n'avons pas encore commencé. La connaissance n'est pas un roc solide, mais un fluide en constante métamorphose. Si cela peut faire ressentir une déception et la fatigue d'une quête sans fin, car il semble que nous n'atteindrons jamais le sommet.
Mais c'est précisément là que réside la beauté de cette incertitude. La science n'est pas un ensemble de réponses. C'est une méthode pour poser de meilleures questions. Le fait que Webb ait brisé le modèle standard n'est pas un échec, mais au contraire, l'un des plus grands succès scientifiques de l'histoire. Car cela signifie que nous commençons à poser les bonnes questions. Cela montre que nous avons atteint les bords de la carte et que nous sommes prêts à aller au-delà. Tu fais aussi partie de ce processus. Ta capacité à douter, à questionner et à t'interroger sur l'inconnu fait de toi un participant à cette grande aventure cosmique. La recherche de la certitude est dans la nature humaine. Mais le courage d'embrasser l'incertitude est le moteur de la science et du progrès. C'est pourquoi la rupture de notre modèle n'est pas une fin, mais un véritable commencement. Et ce commencement nous amène à un dernier paradoxe, notre impuissance et notre pouvoir. Physiquement, nous sommes totalement impuissants face à l'univers. Une explosion de supernova, un impact d'astéroïdes, même un changement climatique sur notre propre planète pourrait mettre fin à notre espèce. Nous sommes un grain de poussière dans les vents cosmiques. Nos fusées les plus puissantes ont besoin de milliers d'années, même pour atteindre l'étoile la plus proche. Face à l'énergie et à l'échelle écrasante des événements cosmiques, notre existence ne tient qu'à un fil. Cela peut créer un profond sentiment de fragilité et d'anxiété, car il y a tant de choses hors de notre contrôle. Nous sommes complètement exposés aux caprices de l'univers. C'est la tragédie la plus fondamentale de l'homme. Être conscient, mais ne pas pouvoir contrôler. Mais, face à cette impuissance écrasante, nous avons un pouvoir unique, le pouvoir de comprendre. Nous ne pouvons peut-être pas arrêter cette supernova, mais nous pouvons comprendre comment elle fonctionne. Nous ne pouvons peut-être pas voir l'orbite de cet astéroïde à l'œil nu. Mais nous pouvons calculer son orbite, prévoir son danger. Nous ne pouvons pas résister aux forces physiques de l'univers. Mais, avec notre esprit, nous pouvons déchiffrer les lois qui régissent ces forces. Le télescope James Webb est l'exemple le plus concret de ce pouvoir. C'est un produit de 10 milliards de dollars. Du travail de dizaines de milliers de personnes pendant des décennies. Une machine qui a été pliée pour tenir dans une fusée, envoyée à 1,5 million de kilomètres, et calibrée avec une précision telle qu'elle pourrait détecter la chaleur d'une guêpe sur la Lune. C'est un monument à notre pouvoir mental face à notre impuissance physique. Tu possèdes aussi ce pouvoir, ta capacité à t'interroger, à apprendre, à imaginer et à créer est ton plus grand pouvoir. L'univers ne nous a peut-être pas donné une supériorité physique, mais il nous a donné une clé pour se comprendre lui-même, la conscience. Et cette clé est bien plus précieuse que n'importe quelle force physique. Car cette clé nous donne l'opportunité de trouver notre place, notre sens et notre but dans l'univers. Et tous ces paradoxes, grandeur et petitesse, éternité et fugacité, solitude et connexion, certitude et incertitude, impuissance et pouvoir, une fois réunis, composent le paysage philosophique du nouvel univers que Webb nous présente. Ce n'est pas seulement une révolution scientifique, c'est une révolution de la conscience. C'est un moment qui remodèle notre regard sur nous-mêmes en tant qu'humains. Nous savons maintenant que l'univers n'est pas seulement plus étrange que nous le savions, mais peut-être même plus étrange que nous ne pouvions l'imaginer. Nous savons maintenant que notre carte était fausse, et c'est une chose excitante. Car cela signifie qu'il y a un tout nouveau monde à découvrir. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage, ces pensées profondes résonnent dans notre esprit.
la science n'est pas là pour nous donner des réponses, mais pour nous apprendre à poser de meilleures questions. Et James Webb a prouvé qu'il était la meilleure machine à poser des questions de l'histoire de l'humanité. Ce qu'il nous a montré n'est pas seulement une image de galaxies lointaines, c'est un reflet de notre propre potentiel, de notre propre curiosité et de notre propre place. Ce voyage nous a emmenés aux confins de l'univers. Mais à la fin, il nous a ramenés à un seul endroit, nous-mêmes. Et maintenant, avec cette nouvelle connaissance, cette nouvelle perspective, ces nouvelles questions, il est temps de regarder une dernière fois ce premier instant où tout a commencé. Cette première étincelle, cette première illusion. Dans ce voyage, nous avons vu que l'univers pourrait être une illusion. Not Paris, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Cette illusion pourrait avoir un architecte. Et si tout, chaque atome, chaque galaxie, n'était que la partie d'une simulation informatique incroyablement avancée. Dans notre prochain voyage, nous explorerons les preuves et les contradictions de l'hypothèse de la simulation. Êtes-vous prêt à remettre en question la réalité elle-même ?